Bonjour, eh bien, bienvenue à cette conférence sur l'énergie et quelle énergie pour demain. Je m'appelle Clémentine Mossé, donc je suis la directrice et fondatrice de l'association The Greener Good qui organise cet événement aujourd'hui. Donc c'est la quatrième édition du Good Festival et c'est la deuxième fois qu'on l'organise sur cette belle avenue Henri Barbus. Merci les arbres en ce temps assez chaud. On va profiter de une heure avec nos trois invités qui se présenteront juste après pour parler de ce sujet. Des invités à la fois qui viennent du monde politique, qui viennent d'associations, d'entreprises et qui vont justement vous partager leur savoir, leurs expériences afin que vous compreniez mieux les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui en termes d'énergie, ce qui nous attend dans le futur. Peut-être que vous avez entendu parler de pas mal de scénarios, des projections pour 2050 notamment, donc on va en parler. Et puis voir aussi ce qu'il en est en termes d'initiatives à tous les niveaux. Donc qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la réglementation, au niveau individuel, au niveau peut-être aussi de projets collectifs. On va parler de pas mal de sujets. Bon, on va voir qu'une heure, ça passe vite. On va essayer d'avoir des réponses assez concises et ciblées sur les questions. On va aussi essayer d'avoir un petit temps de réponse à la fin. Malheureusement, on ne pourra pas trop dépasser parce qu'il va y avoir d'autres choses ensuite dans cette salle, mais on pourra, si vous le souhaitez, poursuivre les échanges en dehors. Alors, je vais commencer par vous passer la parole pour que vous puissiez vous présenter votre lien avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et on va commencer par Marine Binet de la société Elmi. Merci beaucoup Clémentine et déjà merci beaucoup pour cette invitation sur un sujet aussi passionnant et merci à vous toutes et tous d'être là pour assister à cette conférence. Donc moi je suis Marine Binet, je suis directrice des affaires publiques chez Elmi. Vous comprendrez pourquoi affaires publiques, la réglementation a un impact sur l'énergie en ce moment, d'autant plus. Elmi, donc qui nous sommes, on est une PME indépendante, on est basé à Lyon, près des Brotteaux et Pardieu. On a environ 170 collaborateurs et collaboratrices et on est présent en fait sur toute la chaîne de valeur de l'électricité verte et désormais du biométhane qu'on a lancé là début juin. Et quand je dis sur toute la chaîne de valeur, c'est qu'on fait à la fois ce qu'on appelle du développement d'actifs ENR, donc on investit dans des actifs de production d'énergie renouvelable. On va aussi être actif sur les marchés de l'énergie, donc sans rentrer dans la complexité des marchés de l'énergie, on va aller faire de l'agrégation. En fait, on va chercher des blocs d'énergie qu'on va valoriser pour les producteurs d'énergie renouvelable pour couvrir les besoins de nos consommateurs. On est aussi ce qu'on appelle responsable d'équilibre pour un quart des opérations d'autoconsommation en France. Donc ça veut dire qu'on gère des flexibilités et on fait aussi de la flexibilité stockage et on va jusqu'à la fourniture client, donc particulier et professionnel. Et je pourrais vous donner quelques chiffres, mais je ne vais pas prendre trop de temps sur la présentation. Et peut-être, effectivement, je fais une petite intro pour présenter le lien que The Greener Good et Copawatt représenté par Océane avant sur cet événement. On a travaillé ensemble justement pour concevoir pas mal d'animations autour de l'énergie et notamment ça passe aussi par cette table ronde autour du sujet. Océane, je te laisse te présenter. Merci, bonjour. Donc Océane Lannes, je suis chef de projet participatif d'énergie renouvelable et citoyen au sein de Copawatt. Donc, Copawatt qui est un acteur de la transition énergétique citoyenne. L'idée pour nous, c'est vraiment de remettre les citoyens au cœur de la transition énergétique, donc par, pour et avec. On existe depuis 2016 et en fait, l'idée, c'est que on a plusieurs métiers et notamment, pardon. Donc, notamment, on va faire émerger et accompagner le changement d'échelle des coopératives citoyennes. Donc, est-ce que vous connaissez peut-être Un de Toit Soleil sur le territoire de la métropole de Lyon? On en a beaucoup d'autres sur le Rhône. On va aussi faire de l'acculturation grand public sur les enjeux de la transition énergétique. C'est notamment une des raisons pour lesquelles on est présent aujourd'hui pour pouvoir vraiment amener le sujet à tout un chacun avec aussi un focus sur les quartiers prioritaires de la ville qui sont vraiment très éloignés du sujet parce que sur d'autres problématiques plus importantes. On travaille aux côtés des collectivités pour amener l'importance et les enjeux de la transition citoyenne pour qu'en fait tout ne parte pas au privé et aux développeurs, grands développeurs, mais qu'il y a aussi une partie qui appartienne aux citoyens et citoyennes du territoire. On sait par exemple que quand un collectif citoyen investit 1 euro, on a 3 euros qui revient sur le territoire. Donc il y a un peu ces enjeux-là de remettre le territoire au centre.
On accompagne les collectivités et certains collectifs citoyens dans leurs projets d'énergie renouvelable, que ce soit en propre ou avec des partenariats publics-privés citoyens. Et enfin, on accompagne les projets d'autoconso collective. Et on a notamment un projet avec Elmi dans l'Allier où on a une opération d'autoconso collective. Donc, c'est le partage d'énergie entre un producteur ou plusieurs et un ou plusieurs consommateurs. Je pense que je peux m'arrêter là. Merci. Merci Océane. Et enfin, je vais laisser Philippe Guelpa Bonaro, qui est vice-président de la métropole de Lyon, en charge de l'énergie, du climat et de la réduction de la publicité, se présenter. Merci, tu viens de le faire du coup. Bonjour à toutes et à tous. Merci, merci de l'invitation. Merci d'être là à cette petite table ronde sur l'énergie. C'est un sujet très important. Il faudrait qu'il y ait des milliers de personnes à cette table ronde normalement, mais on va faire quand même. Et on va vous partager tout ce qu'on peut durant cette heure. La métropole de Lyon, je pense que j'ai pas forcément besoin de présenter ce que c'est, ce que ça représente. Peut-être juste quand même 1,4 million d'habitants, 58 communes, hein. C'est pas que Lyon et Villeurbanne, le Grand Lyon, c'est 58 communes en tout. Et c'est énormément de compétences, notamment le développement des énergies renouvelables, l'habitat, le logement, les mobilités, tous les travaux que vous voyez, notamment à Villeurbanne, c'est principalement de notre faute, mais c'est surtout grâce à nous qu'on aura un territoire qui sera plus adapté au changement climatique et plus léger en termes d'empreinte carbone à l'avenir. Et puis, la métropole de Lyon, elle a aussi un rôle de soutien associatif et de mobilisation d'acteurs autour de la transition. Donc, par exemple, avec le financement de Copawatt pour le soutien et l'accompagnement d'un de Toit Soleil, entre autres raisons de cette convention qu'on vient de renouveler pour les années 2025-2026. Et puis, la métropole de Lyon soutient aussi The Greener Good pour ses événements, ses créations, ses jeux, le Consommètre, qui est assez magique et que je vous invite à vous procurer, évidemment, qui est un vrai outil d'éducation populaire. Donc voilà, on soutient plusieurs dizaines, centaines d'associations dans le spectre large de la transition écologique et sociale. Et on est très fiers de cela et on est très fiers encore plus quand ça crée des jolis événements comme celui-là. Merci. Peut-être pour compléter aussi, parce que tu as un autre lien avec le sujet. Ouais. Je voulais le dire en plus. Et donc, je suis vice-président de la métropole de Lyon et à ce titre, je suis aussi président de l'Agence locale de l'énergie et du climat, dont le directeur est ici présent. Donc, l'Agence locale de l'énergie et du climat qui accompagne les habitants notamment sur les enjeux de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique aussi, et qui va aussi être un peu l'espace conseil France Rénov pour toutes les personnes, copropriétés, maisons individuelles qui voudraient se lancer dans un projet de rénovation énergétique de son logement. Donc à la fois le premier niveau d'accueil conseil pour guider un peu sur les grandes étapes et puis un accompagnement avec le dispositif notamment Ecorénov de la métropole de Lyon avec les aides financières et l'accompagnement technique et administratif pour aider les propriétaires de maisons individuelles, mais aussi les copropriétaires en copropriété, où c'est des sujets qui sont un petit peu plus complexes de mobiliser une centaine de propriétaires à se lancer dans une opération de rénovation. Et au titre de l'ALEC, étant président de l'ALEC, j'ai la joie d'avoir comme adhérent à l'Agence locale de l'énergie et du climat Copawatt, Elmi et The Greener Good. Donc la boucle est bouclée. Pas encore la ville de Villeurbanne, mais peut-être un de ces quatre. Et donc voilà, très, très heureux de cela. Je suis aussi vice-président du syndicat des énergies de la région lyonnaise, qui notamment accompagne les collectivités sur la rénovation de leur patrimoine et sur l'éclairage public. Et si vous avez du coup des questions à poser à l'ALEC, eh bien, il y a un stand de l'ALEC qui est en bas, avenue Henri Barbus, donc n'hésitez pas à y passer après la conférence. Plongeons maintenant dans le sujet avec un petit état des lieux. Justement, l'idée, c'est de savoir un petit peu où on en est aujourd'hui en France, quels sont nos besoins d'énergie, quel est le mix énergétique en France. Et pour ça, je te passe la parole, Marine. Oui, merci Clémentine. Alors, si ça vous intéresse d'aller regarder ça de manière très facile et ludique, vous pourrez sortir après la conférence votre téléphone et télécharger sur votre téléphone une application qui s'appelle Eco 2 watts. Je vous en parle parce que ça a été mis en place par RTE, Réseau de transport d'électricité, et ça vous donne très factuellement et très rapidement en fait le mix énergétique français aujourd'hui, demain et à toute heure en fait. Électrique, pardon. Électrique. Excusez-moi. Électrique. Et donc, si je regarde aujourd'hui, samedi 14 juin, dans le mix électrique, merci pour la correction, on est, alors évidemment, majoritairement en France, pas une surprise, majorité de
production nucléaire, on est à 63%. On a 20% de solaire, 11% d'hydraulique, 3% d'éolien, un petit peu de bioénergie, 2%, un petit peu de gaz, et on est exportateur net, c'est-à-dire qu'on n'importe pas d'électricité. Et là, quand on voit ça, on se dit, bah, tout va bien dans le meilleur des mondes. La France est absolument indépendante, souveraine énergétiquement, en particulier sur l'électricité. Or, pas vraiment. À date, en fait, on ne produit pas de gaz, on ne produit pas de pétrole et on est dépendant encore à 60% pour les importations de gaz et de pétrole en France. Ça pèse énormément dans la balance commerciale française, ça pèse sur la dette publique, ça pèse sur les citoyens. Euh, il y a quelques années de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, hiver 2022-2023, on a eu la crise énergétique. Tout le monde s'en rappelle. Tout le monde devait mettre un col roule à la maison, baisser le chauffage. Vous vous souvenez encore des spots publicitaires à la télévision pour inciter les citoyens et les citoyennes à la sobriété. Donc on a connu quand même une période où, pour tout un tas de raisons, corrosion sur les centrales nucléaires, une réserve hydraulique qui était complètement en berne, la pire production hydraulique depuis 1976 quand même, une envolée des prix du gaz due au conflit russo-ukrainien. Et donc là, on est dans un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans de cela, on était dans une période de pénurie électrique. Et aujourd'hui, on nous parle d'une surproduction, en particulier pour les énergies renouvelables. Et ça vous a pas manqué, enfin, vous a pas manqué ça dans l'actualité. On a récemment connu en Europe un blackout sur la région ibérique. Et il y a eu tout un tas de nouvelles, voire de fake news qui ont circulé en disant c'est la faute des énergies renouvelables, on est en surproduction solaire. Donc à cause de cela, par exemple en France, si on développe trop les énergies renouvelables, on pourrait arriver à ce type de blackout. Je pense que la vérité se situe un petit peu entre ces deux visions. On va apporter un peu de nuance au débat. Effectivement, la France a la chance d'avoir un mix électrique qui est fortement décarboné. En 2025, il était décarboné à hauteur de 95%. D'accord? Pour autant, en fait, pour arriver à rencontrer, je dirais, à atteindre en fait les objectifs de décarbonation d'une part et aussi à pouvoir soutenir le développement de l'industrie en France, qui est quand même un enjeu aussi de souveraineté économique, il va falloir qu'on aille produire cette énergie. Idéalement, on aimerait ne pas l'importer. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est finalement sortir des énergies fossiles. Ça, je pense que à peu près tout le monde est d'accord sur ce constat. La question, c'est comment et avec quel chemin. Et donc, on va vraiment devoir faire un effort pour aller électrifier davantage le mix énergétique français. Donc, c'est ça vraiment l'effort qu'il va falloir faire dans les prochaines années. Et ça embarque beaucoup de changements d'usage. Euh, on va parler de véhicules électriques. Donc, si on développe massivement un véhicule électrique, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que le réseau électrique absorbe ces nouveaux usages pour ne pas justement arriver à des situations de blackout locaux, voire plutôt étendus. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que cette transition, elle soit la plus juste possible? Quand on parle de soutien aux énergies renouvelables, quand on parle d'accès aux véhicules électriques, par exemple, il faut aussi penser au coût d'accès à ces technologies. Euh, et évidemment, des sujets qui occupent beaucoup l'actualité, comme le développement de l'intelligence artificielle et des data centers. Électrifier, ça implique de rendre ce réseau électrique de plus en plus intelligent, de plus en plus flexible, et on passe nécessairement par des outils d'intelligence artificielle de plus en plus. Et sauf que l'intelligence artificielle, ça consomme également l'électricité. Donc on voit que l'équation, elle est quand même très complexe. Voilà, j'ai brossé un tableau un petit peu global et complexe du sujet, mais ça va nous amener peut-être à des questions à explorer plus tard. Et Philippe, sur la métropole de Lyon, justement, où est-ce qu'on en est en termes de mix énergétique? On est à peu près dans la même situation que la France au global. La métropole de Lyon, c'est une petite France. On est à 64% d'énergie, de dépendance aux énergies fossiles. Donc le reste vient d'énergie nucléaire et renouvelable, majoritairement malgré tout de nucléaire. La part de la production renouvelable sur le territoire et ce qu'elle couvre dans nos consommations, c'est moins de 10%, c'est 9% à peu près. Donc on est très 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 largement dépendant des énergies fossiles d'une part, fossiles donc importées de très loin et de pays qui ne sont pas forcément des grands modèles de démocratie, et dépendant aussi de sources de production centralisées comme le nucléaire, qui n'est pas ce que j'appelle une garantie à vie en termes de résilience globale du territoire et des habitants. Pour autant, la métropole de Lyon, elle s'est engagée déjà depuis une bonne grosse dizaine d'années dans une vraie transition énergétique, où l'idée c'est de décarboner, c'est vraiment la priorité absolue.
Le nucléaire, c'est un débat, mais d'abord, on sort des énergies fossiles. C'est vraiment la priorité absolue en termes de souveraineté énergétique et de résilience climatique. Et pour ça, il faut vraiment se rappeler que l'énergie, c'est trois vecteurs principaux, c'est trois vecteurs et usages. L'électricité, évidemment, c'est la première à laquelle on pense. Mais la deuxième, c'est le gaz qui nous produit, qui nous permet d'avoir principalement du chauffage actuellement. Une grande majorité des gens sont chauffés encore au gaz actuellement. Et puis, il y a la chaleur, justement, la chaleur produite par la combustion. Et ça va notamment passer par les réseaux de chauffage urbain qu'on développe énormément depuis 2020. Et en fait, Villeurbanne, et je suis assez content de faire cette table ronde à Villeurbanne, c'est un modèle de territoire où on a les trois sources d'énergie renouvelable extrêmement. C'est un territoire vraiment productif, j'ai envie de dire, puisqu'on a un méthaniseur sur la station d'épuration de la Fessine, à la limite avec Vent-en-Velin, qui produit déjà 6 gigawattheures par an de biométhane qui est injecté et utilisé en autoconsommation pour les bennes à ordures ménagères de la métropole de Lyon. Le Villeurbanne, c'est aussi la centrale hydroélectrique de Cussey, qui produit une grande partie de l'électricité consommée sur la métropole de Lyon. Et puis Villeurbanne, c'est aussi le premier quartier de la métropole de Lyon qui a vu se développer les réseaux de chauffage urbain dans les années 30, ici, au gratte-ciel. Alors à l'époque, ce n'était pas des énergies renouvelables, hein, c'était du charbon principalement et du fioul, enfin, surtout du charbon d'ailleurs. Et ce réseau, qui est maintenant interconnecté avec tout le reste de Lyon, une partie de Bron, une partie de Vénissieux, une grande partie de la métropole de Lyon, c'est le deuxième plus grand réseau de chauffage urbain de France. Et il est alimenté à 66% par des énergies renouvelables et de récupération. Donc récupération de la chaleur de l'incinérateur de Gerland et la chaufferie de Surville à Gerland aussi, qui amène 66% d'énergie renouvelable dans ce réseau de chauffage urbain. Donc Villeurbanne, vraiment, est un modèle du genre en termes de mixité énergétique du futur. Il y a encore un petit peu à décarboner, mais on est bien parti pour. Ok, merci. Peut-être pour préciser, la chaufferie de Surville, donc c'est du bois, c'est ça? Oui, 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 pardon, c'est du bois, donc c'est principalement des plaquettes forestières, donc des coproduits de l'activité sylvicole, et des coproduits aussi de l'élagage des bois des arbres de la métropole de Lyon et des bois des palettes recyclées, des bois d'emballage recyclés. Donc dans les chaufferies de la métropole de Lyon, on ne coupe pas des arbres exprès pour alimenter le chauffage urbain. Ok, merci pour la précision. Une ou deux questions auxquelles vous souhaiteriez qu'on réponde pendant cet échange. Bah, à la limite, c'est le moment. Comme ça, après, on pourra aussi orienter un petit peu les échanges pour être sûr qu'on réponde à des questions que vous pourriez vous poser. Alors, est-ce que quelqu'un... Oui? Peut-être que juste pour qu'on entende à l'enregistrement, je vais refaire la question. Donc, savoir si l'été, il y a aussi de la récupération d'énergie et pas que l'hiver. Et je réponds tout de suite, c'est une merci vraiment, parce que j'aurais dû y penser et je l'ai oublié. On a aussi ce qu'ils appellent des réseaux de froid urbains. On a deux réseaux de froid urbains sur la métropole de Lyon, bientôt un troisième du côté de la Soleil à Oulin-Pierre-Bénite. Et les réseaux de froid de la métropole de Lyon, ils sont alimentés en grande majorité par de la chaleur, enfin de la froideur renouvelable, j'ai envie de dire. Sur le quartier de la Part-Dieu, c'est 1,5 million de mètres carrés qui sont rafraîchis avec ce qu'on appelle les eaux d'exor des parkings de la Part-Dieu. J'explique rapidement. On a construit dans les années 60 des parkings tellement profonds que ils ont été déjà au niveau de la nappe superficielle qui est sous Lyon, qui est à 5-10 mètres sous Lyon. Ces parkings ont traversé cette nappe-là et sont allés taper dans la nappe profonde, qui est à 50 mètres à peu près. Et en fait, le fond de ces parkings était inondé en continu depuis la création de ces parkings. En 2017, la métropole de Lyon a eu l'idée d'utiliser cette eau froide, très froide, pour euh, s'en servir pour refroidir des compresseurs géants qui produisent du froid et qui alimentent les 1,5 million de mètres carrés. Et en fait, ces compresseurs, cette centrale de géothermie, on va dire, sur la base des eaux d'Exor, elle est située sous l'esplanade Nelson Mandela, devant les archives départementales. Je ne sais pas si vous voyez, on vient de refaire un peu ce parc-là. Il y a, je crois que c'est 3000 mètres carrés d'une sorte d'usine en sous-sol, totalement invisible, où est produit du froid pour 1,5 million de mètres carrés. Et une fois que cette eau a rafraîchi
les compresseurs qui servent à produire du froid, parce qu'en fait, c'est pas directement cette eau-là qui part dans les tuyaux pour rafraîchir, elle est rejetée dans la nappe superficielle. Elle n'est pas rejetée dans la nappe profonde, elle est rejetée dans la nappe superficielle. Et ça va contribuer en plus à refroidir cette nappe superficielle qui est en surchauffe parce qu'il y a des milliers de piquages géothermiques pour faire du froid qui rejettent de l'eau chaude dans la nappe superficielle. Et donc, on a une nappe superficielle qui devient trop chaude à cause de la climatisation. L'autre réseau de froid urbain, c'est à Gerland, où là, on n'a pas de parking à -7. Mais par contre, on est juste à côté du Rhône. Et en fait, on récupère de l'eau dans la nappe d'accompagnement du Rhône pour là aussi rafraîchir, je crois que c'est 4 compresseurs qui vont rafraîchir 300 000 mètres carrés de bureaux tertiaires dans le quartier de Gerland. Et là, l'eau est rejetée dans le port Édouard Herriot. Ça représente 1 millième du débit du fleuve, donc il n'y a pas d'enjeu de réchauffement du fleuve à cause de cette eau qui a été un petit peu réchauffée. Et donc, c'est typiquement de la froideur de récupération et qui nous évite d'avoir beaucoup de climatisation individuelle ou collective moins performante. Et rapidement, pour comprendre, par exemple, l'incinérateur qui continue à tourner l'été, est-ce que cette chaleur sert à quelque chose ou pas du tout? Elle sert à quelque chose, elle sert à alimenter en eau chaude sanitaire l'ensemble des appartements et des logements et des équipements raccordés au réseau de chauffage urbain. Donc c'est, si je ne me trompe pas, 70 000 équivalents logements, ce réseau de chauffage urbain. Donc il y a 70 000 équivalents logements dont l'eau chaude sanitaire est chauffée par l'incinérateur en été. Et comme il y a un petit peu trop, il y a un peu de rab, la chaleur de complément, elle sert à faire aussi de l'électricité. On a une production d'électricité sur la base de la combustion des déchets au niveau de Gerland. Ok, merci. Je vous propose de continuer justement en se projetant un petit peu dans le futur. Donc, on va parler justement de 2050. Peut-être que vous avez entendu parler de scénarios de l'ADEME, scénarios de Négawatt, de RTE, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de projections. Marine, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces projections? Oui, alors du coup, là, il y a quand même je dirais un texte fondateur qu'il faut avoir en tête en France quand on parle de décarbonation à horizon 2050, c'est ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone. Donc, qui, elle, va fixer en fait cet objectif ambitieux de décarbonation à 2050. La question qui se pose maintenant, c'est quel chemin on emprunte pour atteindre cet objectif. Et en réalité, je ne vais pas vous apporter une réponse très claire et précise, puisqu'il y a plusieurs chemins. Et ces chemins-là, ils ont été dessinés par plusieurs acteurs et experts de l'énergie. Tu en as cité quelques-uns. J'en ai mentionné un tout au début, donc, notamment le réseau de transport d'électricité, donc RTE, qui a donc esquissé plusieurs scénarios à travers les futurs énergétiques 2050. Je vous invite à lire la synthèse si ça vous intéresse, parce qu'elle est très, pour une fois, très claire et très pédagogue, je trouve. Après, vous aurez le loisir de rentrer dans les détails, bien sûr. On a aussi l'ADEME qui a travaillé sur Transition 2050 et Négawatt, comme tu le disais. Et en fait, en regardant finalement tous ces scénarios et toute la complexité des données à traiter pour les bâtir, on peut quand même dégager plusieurs tendances communes. C'est ce qu'on s'est amusé à faire, nous, chez Elmi. Euh, Évidemment, cet objectif de neutralité 2050 qui reste l'objectif tutélaire, mais aussi, parmi les fondamentaux, la nécessité de réindustrialiser. Quand je dis réindustrialiser, ce n'est pas réouvrir des usines qui fonctionnent au charbon, bien sûr, mais c'est développer une industrie française souveraine, décarbonée. Donc, vous avez tous en tête des exemples du type des usines qui se sont installées récemment en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense par exemple à Élise Énergie qui travaille sur des biomolécules ou à d'autres comme Rosy qui travaille notamment sur le recyclage des panneaux solaires. En fait, l'idée, c'est de réinvestir dans les compétences industrielles françaises pour permettre le développement d'une filière de transition énergétique et écologique d'excellence en France, en fait. C'est ça l'enjeu principal. Et un deuxième principe fondateur, je dirais, de ces scénarios, c'est la conclusion, elle est assez évidente. On a la chance, effectivement, en France, d'avoir un mix très décarboné, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui repose principalement sur le nucléaire et avec tous les caveats qu'on peut mettre indépendamment des opinions personnelles sur cette technologie. Euh, il va falloir développer massivement les énergies renouvelables pour répondre en fait aux enjeux de consommation énergétique, puisqu'on n'aura pas de nouvelles centrales nucléaires qui vont sortir de terre aux horizons 2035-2040, sous réserve qu'on ne prenne pas de retard, évidemment, sur la construction des nouveaux réacteurs. Et dans les différents scénarios, quand on regarde dans le mix énergétique français, il va falloir qu'on aille. Alors, si on prend RTE, on parle de 50%.
Si je prends le scénario de l'ADEME, c'est 70%, et je dirais le plus ambitieux, c'est celui de Négawatt qui parle de 96%. Euh, Finalement, le niveau, la différence qui se joue dans ces différents scénarios, elle réside principalement dans le niveau de sobriété qu'on va vouloir mettre dans ces trajectoires-là. Et quand je parle de sobriété, il faut bien distinguer de l'efficacité énergétique. Je ne sais pas si c'est très clair, je me permets de refaire une petite définition en 2 mots. Finalement, l'efficacité énergétique, c'est réduire la consommation d'énergie, par exemple, d'un frigo. Voilà, passer de A+ à A++. Euh, alors que la sobriété, c'est finalement se poser la question de cette consommation énergétique. Ai-je vraiment besoin d'acheter ce frigo? C'est cette définition-là, toute simple, qui va se falloir se poser dans les années à venir et pas seulement dans sa cuisine. Et évidemment, quand on parle de sobriété, ça embarque des modèles de société aussi, des changements d'usage profonds dans la société. Et quand on parlait tout à l'heure en introduction finalement de comment est-ce qu'on embarque les citoyens dans cette transition, finalement, le cœur du sujet, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on embarque chacun et chacune, et pas seulement les entreprises, pas seulement les pouvoirs publics, mais toute personne qui vit en société dans cette transition écologique. Océane, justement, sur la notion de sobriété, je crois que chez Copawad, vous faites aussi attention à la notion de que ce soit une sobriété pas que subie, enfin en tout cas, vous faites attention à cette distinction entre la sobriété qu'on choisit, la sobriété subie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, juste peut-être en 2 mots. Nous, on est très raccord avec le scénario Négawatt, c'est-à-dire que le premier impact, c'est la sobriété, puis l'efficacité, puis effectivement produire ce qu'on consomme, parce qu'on ne peut pas consommer moins. Et effectivement, on est quand même assez sensible à ces questions de sobriété voulue ou sobriété choisie. La sobriété, qu'est-ce que je dis? La sobriété choisie, pardon, et la sobriété subie, pardon. La sobriété qu'on choisit, c'est par exemple celle de changer de mode de transport pour faire 2 kilomètres. Ça va être celle de moins chauffer sa piscine, et pas de la commencer à la chauffer en février, mais peut-être la décaler en avril, je ne sais pas. Donc c'est des choix qu'on peut faire. La sobriété subie, c'est celle malheureusement qu'on ne choisit pas. C'est la question de est-ce qu'on paye son électricité ou est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on paye son électricité ou est-ce qu'on paye son loyer? Est-ce qu'on peut se déplacer? Est-ce qu'on peut se permettre d'acheter une voiture ou pas? Donc, c'est plutôt ces questions-là. Et effectivement, euh, on est quand même enfin, on est partisan du principe que la transition énergétique, elle doit être inclusive et elle doit pouvoir correspondre à tout le monde parce que sinon, elle ne fonctionnera pas. Si on a une transition un peu bobo écolo où c'est que des gens qui se mettent au vélo il y a un peu ce prisme de les vélos, le choix de pouvoir prendre le vélo, ça peut ne pas être forcément adapté à tout le monde ou ce genre de choses. On a besoin des transports en commun pour pouvoir subvenir à ceux qui ne peuvent pas faire de vélo, par exemple, etc. Et du coup, voilà, on est sur ce truc de la transition doit pouvoir correspondre à tous les besoins et s'adapter à tout le monde plutôt que d'être quelque chose que pour des personnes privilégiées. Je pense on a bien saisi la distinction. Pour en revenir à notre territoire, justement, la métropole de Lyon travaille aussi sur ces questions-là. Il y a un document sur lequel vous travaillez actuellement qui s'appelle le plan climat, air, énergie territorial et j'imagine que vous avez aussi des trajectoires pour aller vers plus de sobriété, pour travailler l'efficacité, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Philippe? Et effectivement, c'est un travail qui est en cours de révision et même de finalisation, j'ai envie de dire, à laquelle vous avez toutes et tous répondu d'ailleurs à travers des concertations des acteurs socio-économiques qu'on a organisées durant un peu plus d'un an. Et là, on va voter la semaine prochaine, le 23 juin, le projet du plan climat avec les trajectoires. Et les trajectoires, c'est évidemment la décarbonation, comme Marine l'a dit, hein, la priorité des priorités. Alors, la première priorité, c'est la baisse des consommations d'énergie. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de décarbonation sans baisse des consommations d'énergie. La baisse des consommations d'énergie, Marine l'a dit aussi, c'est la sobriété d'abord. Donc le juste besoin, consommer la juste énergie au juste besoin et au juste moment aussi. Parce que voilà, quand ça produit, c'est plus facile de consommer que quand ça ne produit pas, par exemple. Et ça suppose une organisation de la société qui soit un petit peu différente aussi. L'efficacité, c'est donc permettre à tous de, pour le même confort, réduire ses consommations d'énergie. Ça passe par la rénovation énergétique des logements du patrimoine public aussi. Et puis le développement des énergies renouvelables. Quelques chiffres rapidement pour vous donner des points de repère.
En 1990, sur la métropole de Lyon, on consommait 29 TWh d'énergie. En 2015, on en consommait 33. On était encore sur une pente ascendante entre 90 et 2015. Et en 2021, il y a eu une baisse. Alors le Covid y a un petit peu contribué, mais pas que. En 2021, on était déjà passé à 25,5. Donc on était repassé en dessous de 1990. À horizon 2030, on estime qu'on peut arriver à 21,5 TWh consommés. Et l'objectif en 2050, c'est de tomber à 13 TWh. Donc faire moins 50% de consommation d'énergie entre 2021 et 2050. Ça, c'est pour les consommations d'énergie. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, pareil, je vais redonner un petit peu des chiffres. En 90, on était à 6,6 millions de tonnes équivalentes de CO2 juste sur les émissions de gaz à effet de serre du territoire. Je ne parle pas des émissions générées par nos achats, notre alimentation ou d'autres sujets. Donc 6,6 millions de tonnes en 90. En 2010, on était déjà descendu à 6 millions de tonnes. Une baisse assez douce, on va dire. En 2021, on est à 4,5. Donc entre 90 et 2021, on a déjà baissé d'un petit peu moins de la moitié en termes d'empreinte carbone, enfin de bilan carbone sur le territoire. En 2030, on vise 2,9 millions de tonnes. Donc on aura fait moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre entre 90 et 2030. Ça, c'est l'objectif européen. C'est l'objectif réglementaire européen qu'on doit reprendre dans notre plan climat, qui est obligatoire. Et en 2050, on vise 0,8 millions de tonnes. C'est-à-dire on sera à moins 90% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90. Malgré tout, on ne sera pas à la neutralité carbone en 2050 à l'échelle strictement de la métropole de Lyon, parce qu'on a un territoire si dense, si dynamique, on va dire, en consommation d'énergie, en activité, et pour être en neutralité carbone, il faudrait raser Lyon et Villeurbanne, voire plus, et planter une forêt à la place. Ce n'est pas l'objectif politique qu'on s'est fixé, si ça peut vous rassurer. Et dernier chiffre en termes de production d'énergie renouvelable et de récupération sur le territoire métropolitain. En 2013, on était à 2,2 TWh. Donc c'était à peu près 7,5% de la couverture par rapport à ce qu'on consomme. En 2021, on est à 2,3. Donc en 8 ans, on n'a gagné que 1/10 de pourcent. Très très faible. Mais comme je le disais, depuis 2020-2021, il y a eu un petit coup d'accélérateur. Il y a eu un schéma directeur des énergies voté en 2019 et une vraie baisse des consommations qu'on a vu clairement depuis 2018-2019 arriver et qui permet déjà de consommer moins d'énergie. Et donc, ce qu'on produit sur le territoire, la part va augmenter, le taux de couverture va augmenter. Donc 2,3 TWh de produits en 2021, on devrait être à 3,9 TWh en 2030 et on devrait être à 6 TWh produits en 2050. On sera à 46% de taux de couverture par des ENR produites localement de toutes nos consommations énergétiques. Donc on sera loin quand même d'être un territoire à énergie positive, mais là aussi, il y a déjà autour de nous des territoires à énergie positive, c'est des territoires qui sont plus ruraux, où ils ont la place d'installer des éoliennes, des panneaux solaires, d'autres systèmes de production d'énergie renouvelable, et c'est tant mieux. Et en fait, la neutralité carbone, elle ne peut s'envisager qu'à l'échelle de territoires très vastes, à l'échelle de régions, à l'échelle de pays, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde aussi. Pour faire un petit point réglementaire aussi, il y a pas mal de choses qui bougent en ce moment au niveau de l'État. Donc peut-être voilà, Marine, Philippe, sur le cadre réglementaire, la rénovation énergétique, etc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En quelques minutes, vu que l'heure tourne. Où on en est aujourd'hui, on est dans une phase qui est extrêmement instable, je dirais, à la fois pour les pouvoirs publics, mais aussi les collectivités et les entreprises, en fait. Je dirais que nous, en tant qu'entreprise, on a un petit peu du mal à y voir clair, même si c'est mon métier d'essayer d'y voir plus clair. Nous, on en appelle vraiment à arrêter cet effet de stop and go, puisqu'on est dans une séquence où on a quand même un certain nombre de revirements ou d'arrêts brutaux, de mécanismes de soutien aux énergies renouvelables, ma prime Rénov qui a été récemment suspendue, euh, la baisse de l'ambition sur l'obligation de solarisation des parkings et plein d'exemples que je ne vais pas égrener ici.
On s'interroge finalement entre cet effet finalement ciseau, entre des objectifs, encore une fois, extrêmement ambitieux pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 et les moyens mis en œuvre au niveau réglementaire pour atteindre cet objectif. Et je dirais qu'en tant qu'entreprise engagée, on garde le cap et on continue à avancer. On avance en collectif. On mentionnait l'ALEC tout à l'heure et avec d'autres acteurs. On est vraiment soudés au niveau de la filière, mais ça reste un moment complexe. Et on essaie d'agir sur plusieurs leviers réglementaires. Donc, il y en a deux que j'ai en tête actuellement. L'un qui est la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est actuellement en cours de discussion, je n'aime plus le dire, puisque ça fait 2 ans en fait qu'on attend le décret qui ne sort pas. On a une loi en fait qui est actuellement aussi en discussion au Parlement, qui est la proposition de loi du sénateur Daniel Gremillet, et qui a pour ambition notamment de poser des trajectoires pour les filières et sans objectif chiffré pour les filières. Encore une fois, c'est extrêmement difficile en tant qu'acteur économique de faire des investissements puisque l'énergie, c'est un temps long. Finalement, les investissements énergétiques, c'est dans le temps long. Donc, on aimerait dépasser cette vision court-termiste. Et le deuxième sujet que j'ai en tête, c'est la loi de finances 2026. Donc, les arbitrages commencent à s'échafauder. Là, on a les ministères qui arrivent avec leur petite lettre de doléances et de demande. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut vraiment qu'on fasse des choix assumés pour promouvoir une fiscalité énergétique qui soit en faveur de la décarbonation. Donc, que ce soit soutenir l'autoconsommation individuelle ou collective, que ce soit moins taxer l'électricité que ne l'est, par exemple, que ne le sont par exemple les énergies fossiles, et d'autres voilà, d'autres sujets, soutenir par exemple des incitations pour développer le stockage. Il y a plein d'idées, on est très créatifs et on aimerait que voilà, notre copie soit reprise par les décideurs. C'est difficile de ne pas être déprimé quand même en ce moment sur ces sujets-là. Non, parce qu'il y a eu quand même des avancées entre les années 2014 et 2022, je dirais. Il y a eu la loi climat et résilience en 2021 qui était loin d'être parfaite, mais qui a permis quand même de- d'avoir des trajectoires et de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses à l'époque. Et là, en fait, tous ces gains, toutes ces victoires qu'on a eues, j'estime que je fais partie de ce mouvement qui vise au développement des énergies renouvelables, à la baisse de notre dépendance énergétique aux énergies fossiles. Et ben, en fait, ça devient vraiment compliqué en ce moment avec beaucoup de mauvaises décisions. Avec, tu en as parlé, hein, la suspension là, de MaPrimeRénov' pendant l'été sous prétexte de fraude. Donc l'État reconnaît qu'il est incapable de faire son boulot de contrôle et pour arriver à écouler le stock, il met en pause le dispositif le temps qu'il instruise les dossiers. Enfin, et non, en fait, embaucher. Enfin, vous auriez dû embaucher depuis 1 an pour faire face à l'afflux. Et en fait, il y a eu un afflux parce qu'il y a des gens qui se mettent vraiment à vouloir rénover leur logement, leur maison individuelle notamment. C'est surtout Enfin, c'est sur les maisons individuelles hein, que MaPrimeRénov' a été suspendu. Pour les copros, ça continue, mais un projet de rénovation de copro, ça dure 6 ans à peu près au mieux. Donc heureusement que tout n'est pas suspendu pour les copros. Donc il y a cette décision. Il y a le photovoltaïque aussi qui, en début d'année, mais qui continue avec des décrets qui sortent un peu comme des champignons dans une jardinière qui sortent comme ça avec des baisses de tarifs, avec des changements des règles du jeu pour les centrales de taille moyenne qui sont entre 100 kW crête et 500 kW crête qui font que des projets, nous, à la métropole de Lyon, on a lancé en 2024 un appel à manifestation d'intérêt pour solariser des parkings parce que la loi nous l'impose. S'il y a eu une loi d'accélération des énergies renouvelables en 2023, on s'en rappelle pas tellement il s'est passé de choses depuis. Mais on a l'obligation de solariser nos parkings et donc on a des entreprises qui nous ont fait des offres sur la base d'un tarif d'achat parce que pour injecter dans le réseau. Et en fait, là, les changements de tarifs font que le modèle économique des offres qui ont été proposées sont totalement remis en cause. Donc, c'est potentiellement 6 mois, 1 an de travail pour des tas d'entreprises qui sont à jeter à la poubelle parce que leur business model ne tiennent plus. Voilà, il y a ce genre de choses. On a aussi une fronde anti-ENR un peu de tout type, parce qu'on ne supporte plus la frustration et on ne supporte plus de voir arriver des nouvelles infrastructures sur le territoire. 2 exemples en tête, hein, les éoliennes
Et ben, même en mer, ça devient compliqué de les installer. Sur Terre, je ne vous explique même pas. Les collègues, enfin les entreprises de développement des énergies renouvelables que je connais nous disent bah, de toute façon, les projets d'éoliennes, ils sont à peu près tous mis en stand-by. Il n'y a plus rien qui sort quasiment. Et une autre énergie pour sortir un petit peu de l'électrique. Et les méthaniseurs, c'est aussi de plus en plus compliqué. On a un sujet d'acceptation. Les gens ne veulent pas être à côté d'un méthaniseur, quand bien même ça ne sent rien et il n'y a aucun risque, mais on ne sait pas trop, donc on ne veut pas. Et puis enfin, les chaufferies biomasse. Nous, sur la métropole de Lyon, pour décarboner nos consommations de gaz, on a besoin de produire et de créer des chaufferies qui vont utiliser du bois énergie. Encore une fois, le bois énergie, ce n'est pas des arbres qu'on coupe pour alimenter, c'est coproduit, du bois d'élagage, etc. Et ben, on a des collectifs citoyens qui se créent pour contester l'implantation de chaufferies qui, par exemple, à Sainte-Foy, on a je finis là-dessus, qui devait servir d'échangeur pour le contournement autoroutier de Lyon. Donc, un terrain qui devait servir d'échangeur. Le contournement autoroutier a été annulé. On a l'opportunité de créer une chaufferie bois pour décarboner 240 000, 24 000 équivalents logements du côté de l'ouest. Et ben, on a une mobilisation anti-bois énergie qui est très forte sur l'ouest lyonnais. Donc c'est vraiment compliqué le contexte en ce moment pour développer les énergies renouvelables, mais comptez sur nous pour continuer quand même. Ok, merci, le message est passé. J'aimerais maintenant qu'on donne la parole à Océane, qui a aussi plein de choses à nous dire, justement sur l'engagement, bah, comment on peut agir concrètement, nous, en tant qu'individus, en tant que collectif d'individus. Donc déjà, en termes de sobriété à son niveau, de suivi de consommation, etc., qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Bon, par rapport à la consommation, effectivement, tout le monde peut aller sur le site d'Enedis, se créer un compte et rattacher à son compte son compteur Linky. Et en fait, ça nous permet de suivre nos consommations et de se poser des questions bah, déjà, est-ce que j'ai pas des consommations anormales la nuit, par exemple? Et comment est-ce que je peux adapter ma consommation? Si par exemple j'ai des panneaux solaires, ça me permet un peu d'adapter ma consommation par rapport à ma production. Mais sinon, on peut aussi rejoindre un collectif citoyen, puisque c'est un collectif, c'est bénévole, pour effectivement plutôt faire de la production d'énergie renouvelable. Il y en a un sur la métropole de Lyon qui est séparé, enfin qui est constitué de plusieurs groupes locaux. Donc il y en a un à Villeurbanne, il y en a un à Lyon même, il y en a un à Craponne, il y en a un, voilà. Et donc, c'est rejoindre aussi une action collective pour une production d'énergie renouvelable, avec quand même un soutien, un gros soutien des collectivités, et notamment des métropoles. À la fois un soutien financier d'accompagnement, mais aussi un soutien parce qu'il y a des toitures qui sont mises à disposition et qu'on cherche des solutions pour que le collectif puisse avoir des toitures, des installations et voilà, redonner du pouvoir localement aux personnes. Justement, tu peux nous donner des exemples de collectifs envers qui on peut se tourner pour en savoir plus? Et ben, sur la métropole de Lyon, il s'appelle Un, deux, trois Soleil. Il y a un stand en bas. À Villeurbanne, ça s'appelle au Viva Watt. À Lyon, tu en transition, de manière générale. Craponne, c'est en colis. Watson, merci. Et pour, voilà, au quotidien, pour des éco-gestes, on va dire, en termes de consommation électrique, est-ce que tu as des ressources, des structures à conseiller? Unicité fait des ateliers, enfin, fait avec ses promotions chaque année des ateliers éco-gestes qui vont promouvoir un peu partout dans la métropole. Et donc, nous, on est en partenariat avec justement Unicité pour diffuser un peu ces ateliers éco-gestes. On les amène dans des événements qu'on fait et qu'on propose. Bah, il y a la LEC aussi, tout simplement. C'est une bonne porte d'entrée, effectivement, la LEC aussi, pour savoir comment on peut agir concrètement au quotidien. Euh, un exemple aussi d'initiative que je trouve intéressante sur la métropole de Lyon, qui est gratuite, c'est les dispositifs de boîtiers connectés qu'on peut mettre sur les radiateurs électriques, comme ceux de Voltalis. Alors, je pense qu'il doit y avoir aussi d'autres marques, entre guillemets. Mais je sais que Voltalis, ils sont conventionnés avec la métropole de Lyon, si je ne me trompe pas. Et vous pouvez aussi les retrouver dans l'allée en bas, avenue Henri Barbus. Ils ont un stand. Peut-être, Philippe, tu peux nous dire deux mots rapides. Non, mais Voltalis, effectivement, ils sont en convention avec la métropole de Lyon parce qu'à l'époque, quand ils nous ont proposé ce partenariat, ils étaient seuls sur le marché de la flexibilité au niveau
vraiment des ménages. Donc, chacun met un petit boîtier au niveau de ses radiateurs électriques. C'est que pour les radiateurs électriques, ce qui permet une modulation de l'appel de puissance en période de pic de consommation électrique sur le réseau de transport d'électricité. Et en fait, ces dispositifs permettent à la fois de soulager le réseau et donc de ne pas faire appel à des centrales à gaz pour produire de l'électricité, donc gain en termes de climat, et le pilotage avec, pour les gens avec l'application et les modulations, les réductions d'appel de puissance au niveau des radiateurs, ça fait économiser à peu près 15% d'économie d'électricité sur le chauffage quand on s'y met. Donc, voilà, en période de crise énergétique, leur proposition était vraiment bienvenue et c'est toujours pertinent. Ok, n'hésitez pas en tout cas à aller voir, hein. Comme on disait, c'est un dispositif gratuit, donc ça peut valoir le coup. Toujours côté Copawatt, vous avez pas mal d'actions et vous avez une action qui s'appelle Energy Shaker. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est un programme qu'on a développé il y a 2 ans, qu'on a commencé à développer il y a 2 ans. Et l'idée, c'est d'amener la question de la transition énergétique sur un plus vaste public. Donc au début, on s'était dit, ben, tout le monde, donc on fait des ciné-débats, on essaie de faire des blind tests, on essaie de rencontrer un peu tout à chacun. Et puis après, ben, on s'est un peu plutôt concentré sur les 18-30 ans. Donc ça veut dire qu'on va aller dans des écoles, dans des centres de formation, dans des alors, lycées plutôt, formation BTS par exemple. On a un focus sur les quartiers prioritaires de la ville. Et donc notamment à Villeurbanne, puisqu'on est ici. On va intégrer cette année, cet été, les chantiers XXL qui se passent avec EMH, Est Métropole Habitat, qui en fait, c'est des jeunes qui, pendant 5 semaines, font un chantier participatif. Et donc là, en l'occurrence, ils refont l'intérieur des certaines résidences. Et donc nous, une fois par semaine, on y va et on leur parle transition énergétique. Donc sobriété, rénovation, production d'énergie renouvelable. Et on va finir juste avant la clôture par une rencontre métier où on fait venir des acteurs de la transition énergétique sur place, dans le quartier, pour les faire rencontrer, discuter en fait des qu'est-ce que c'est qu'un métier lié à la transition énergétique, comment est-ce que j'y vais, quelles sont les formations que je peux faire pour y accéder. Et puis voilà. Tu as parlé de production énergétique, c'est vrai que c'est un sujet, enfin, on a évoqué justement les différentes sources de production énergétique. Petite question pour toi, Marine, donc, qui travaille chez un fournisseur d'énergie. Donc, comment on peut faire aussi pour s'y retrouver, pour choisir un fournisseur d'électricité qui soit vraiment vert? Alors, c'est une excellente question parce que souvent on se dit, oui, bon, d'accord, je choisis un fournisseur d'électricité dite verte, mais qui me garantit que l'électron qui sort de ma prise est vert. Eh bien, je vous répondrai que je ne sais pas. Personne ne peut répondre à cette question. Tout simplement parce que l'électricité, elle est comme l'eau. En fait, elle va suivre le chemin le plus facile. Donc, si vous habitez à proximité d'une centrale nucléaire, nécessairement, en fait, votre électron, en majorité, ce qui sort de votre prise, va être produit dans cette centrale nucléaire. Maintenant, si je fais le choix d'aller vers un fournisseur d'énergie verte, alors il y a Elmi, bien sûr, mais il y en a bien d'autres. J'en cite quelques-uns pour être paritaire. Équateur, ILEC, vous avez aussi Enercop qui est aussi implanté dans le territoire. Et encore d'autres. Il y a 27 fournisseurs alternatifs en France, je tiens à souligner. Et bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, en fait, en tant que fournisseur, il va falloir qu'on couvre les besoins de consommation de nos consommateurs et on va le faire de plusieurs manières. En partie en produisant notre propre électricité ou biométhane maintenant pour nous. Ça, c'est pas le cas de tous les fournisseurs d'énergie verte. Donc, vous pouvez déjà commencer par regarder ça. Est-ce que le fournisseur d'énergie verte que vous choisissez développe aussi des capacités de production d'énergie renouvelable? C'est pas le cas de tous les fournisseurs. Deuxième chose, nous, pour couvrir ces besoins de consommation, parce qu'on ne va pas pouvoir couvrir avec toute notre production, notre propre production, on va aller en fait acheter des blocs d'énergie sur les marchés d'énergie et on va le faire via un système européen qui s'appelle le système des garanties d'origine. C'est quoi les garanties d'origine? En fait, tout producteur d'énergie renouvelable va acheter un certificat électronique pour certifier que bah, finalement l'énergie qu'il produit est bien dite renouvelable. Sauf qu'un producteur breton peut très bien acheter une garantie d'origine au Danemark, par exemple. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'achat conjoint. On va dire, OK, en fait, nous, on va acheter des garanties d'origine uniquement à des producteurs, idéalement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais comme on opère sur tout le territoire métropolitain, ça va être en France métropolitaine. Donc, ce qui fait que l'argent qu'on va en fait donner à ces producteurs, ils vont pouvoir le réinvestir dans leur propre capacité de production renouvelable
pour de la maintenance, mais aussi pour investir dans de nouvelles capacités de production renouvelables. Donc, c'est en faisant ce choix-là, si vous regardez justement dans les offres, regardez si le fournisseur fait de l'achat conjoint. Il y a d'autres critères à aller regarder si vous voulez aller vers des entreprises, on va dire, vertueuses. C'est finalement, est-ce que ce sont des entreprises engagées sous l'angle RSE? Ben, qu'est-ce qu'elles font finalement pour s'investir au service des territoires? Et par ailleurs, regardez aussi les services clients. Est-ce que le service client, par exemple, est implanté en France ou pas? Quelle est la relation client qui est mise en avant? Donc, il y a plein de critères à les regarder. Nous, on a vraiment cette philosophie d'entreprise engagée. On est entreprise à mission, on a plein de labels, Positive Company, label engagé à Lyon. Et on ne fait pas ça juste pour la décoration, on fait ça parce qu'on pense vraiment qu'encore une fois, la transition écologique et énergétique, elle doit être juste pour les hommes et pour la nature. Et il y a un label Vervolt aussi de l'ADEME. Exact, et j'ai oublié de parler de ça. Et bien sûr, en fait, j'en parle, c'est tellement évident pour nous et c'est en fait un travail qu'on a mené depuis quelques années. On a une seule offre unique pour les particuliers chez Enmi, qui donc est à prix fixe sur 2 ans et qui est labellisé Vervolt. C'est un label qui a été mis en place par l'ADEME sur le marché des particuliers. Et l'ADEME d'ailleurs réfléchit à l'étendre sur le marché des entreprises. Et justement, l'ADEME a défini un certain nombre de critères, notamment ceux que je vous ai cités tout à l'heure avec le système des garanties d'origine en achat conjoint, mais il y en a bien d'autres. Il y a aussi des critères sur la participation citoyenne, sur la gouvernance des projets énergétiques. Vous pouvez les regarder. Vous avez toute la liste des entreprises qui sont labellisées Vervolt sur le site de l'ADEME. Super, merci pour ce complément. On arrive à la fin de cet échange. Alors pour terminer, je vais vous passer la parole à tous les trois pour bah, voilà, résumer un peu, enfin, faire passer un dernier message, peut-être rebondir sur des choses que vous n'avez pas eu l'occasion de dire pendant ce temps de questions-réponses. Commencer par toi, Océane, quels seraient les derniers messages que tu aimerais faire passer? Bah déjà, question de sobriété, réfléchissez un peu à votre consommation. Est-ce que vous pouvez les changer ou pas? Premier travail. Voilà, sobriété. Efficacité, est-ce que vous avez un impact sur votre logement? Et production, si vous pouvez, évidemment, mais c'est bien le dernier point. Si vous avez du temps encore dans votre vie, vous pouvez joindre une action collective, joindre un collectif. Et sinon, si jamais c'est quelque chose ce que vous êtes sensible, c'est la solidarité. Et là, je change de casquette, je prends une légère casquette perso. Il y a ce qui s'appelle le réseau des AMEP en France, où en fait, ce sont des individus enfin des ménages qui ont des panneaux solaires sur leur toit et qui en fait ont du surplus. L'idée, c'est de pouvoir donner son surplus à un voisin en précarité ou une association qui aide les personnes en précarité euh, pour divers sujets. Voilà. Donc, si jamais vous avez des panneaux solaires et du surplus, il y a cette action qui peut être possible aussi. Donc c'est le réseau des AMEP, c'est ça, AMEP. Et merci, je reprends ma casquette pro. Merci beaucoup pour cette collaboration et pour la table ronde. Avec plaisir. Philippe, un mot à ajouter? Non, mais on a beaucoup parlé de l'énergie qu'on consomme et qu'on produit aussi ici sur la métropole de Lyon, mais la grande majeure partie de nos consommations énergétiques, elles sont externalisées. Beaucoup en Chine, beaucoup potentiellement en Amérique du Sud ou à beaucoup d'endroits différents. Ça passe par l'alimentation. On va avoir une alimentation en fait qui est très carbonée et qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, encore plus si on consomme beaucoup de viande rouge. Donc il y a vraiment un enjeu à végétaliser son assiette, pas à 100% végétarien forcément, mais si on veut avoir une vraie empreinte carbone réduite et faire sa part, c'est végétaliser son assiette. Et puis aussi lutter contre toutes les tentations de surconsommation de fringues, d'appareils électroniques, de tout, en fait, qui produit et qui fait consommer beaucoup de charbon à la Chine et à l'Inde. Et en fait, on aura beau atteindre la neutralité carbone en France, si eux, ils produisent et ils consomment beaucoup de charbon pour notre consommation, on se sera totalement planté. Donc, pensons aussi global et évitons tout ce qui est surconsommation. Et donc, merci The Greener Good pour tout ce que vous faites dans ce sens-là, pour lutter contre la consommation irresponsable. Oui, on continue les efforts. Marine, enfin, un dernier message? Le message que j'aimerais faire passer, c'est que l'énergie, ça paraît super compliqué. En fait, tout le monde peut s'en saisir et par des choix, encore une fois, alors sobriété, choix de consommation, choix de son fournisseur d'énergie. Et tout comme on peut s'éduquer sur tout un tas de sujets de la vie courante, l'énergie est à portée de tous. Il faut vraiment faire cet effort quand on est dans une démarche de transition écologique à son niveau, d'aller regarder ses factures d'énergie,
qu'est-ce qu'on peut changer et choisir vraiment, faire des choix éclairés et engagés. Très bien, merci beaucoup pour ces mots de conclusion. Je vous remercie grandement tous les trois d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé tout ça avec vous, ici présents. Je vous propose, si vous avez une ou deux questions, de les poser maintenant. Donc, que fait-on de la chaleur fatale du couloir de la chimie? On aimerait récupérer cette chaleur fatale, cette chaleur donc industrielle consommée et perdue par les industriels de la vallée de la chimie, mais on n'a pas encore trouvé, même en France, à l'échelle française, de modèle économique qui permettent de financer les investissements auprès des industriels pour récupérer la chaleur sur les réseaux de chaleur, notamment des territoires. Euh, il y a eu une discussion avec la Banque publique d'investissement pour créer un fonds de garantie industriel pour que les industriels, justement, s'ils doivent euh, partir avant la fin de leur période d'engagement de fourniture de chaleur fatale, et qu'il y ait une indemnisation ou un fonds de garantie aussi pour investir, mais ça n'aboutit pas. Donc malheureusement, c'est un gros gisement, c'est vraiment un très gros gisement. Et surtout si on a une, une réindustrialisation, relocalisation industrielle, on aura peut-être encore plus de chaleur perdue à récupérer. Et ça pourra se faire. Malgré tout, on a réussi à le faire du côté de Vénissieux, Tokai Cobex, où on récupère 30 gigawattheures par an de chaleur qu'on met sur le réseau Centre Métropole. Donc voilà, les choses sont possibles. Mais la chaleur industrielle, c'est un vrai sujet problématique. On veut prendre une petite minute. Voilà, donc la question est celle du stockage de l'énergie. Où en est-on? Alors moi, je vais répondre essentiellement sur le stockage électrique, hein, c'est ce que je connais. En fait, si je parle le stockage, en fait, on parle de plusieurs technologies différentes. Celle la plus connue, finalement, c'est les barrages hydroélectriques, hein, ça reste du stockage. Après, on a du stockage de type batterie lithium, on a d'autres types de batteries ion. Nous, ce qu'on voit en tant qu'acteur sur l'électricité, c'est que finalement, quand je disais tout à l'heure, on va aller vers des scénarios où on va intégrer massivement des énergies renouvelables, se pose la question de l'équilibrage réseau. L'équilibrage réseau, c'est quoi? Il faut imaginer une baignoire et en fait, on a de l'eau qui arrive du robinet et de l'eau qui s'écoule du siphon. Et il faut qu'en fait le niveau d'eau de la baignoire reste totalement constant tout le temps, sinon tout s'écroule. Donc c'est ça l'enjeu sur l'électricité, puisqu'en fait, comme vous le disiez à juste titre, elle ne se stocke pas. Je mets un caveat à ceci, c'est qu'effectivement, on arrive dans des phases où parfois on a quand même trop de production d'un côté, pas assez de consommation de l'autre, donc on a un déséquilibre. Donc en fait, le stockage vient aider à ce qu'on appelle la flexibilité sur le réseau et à rendre finalement ce réseau de plus en plus pilotable et intelligent pour permettre justement que le niveau d'eau de la baignoire reste stable. Nous, ce qu'on voit à notre niveau, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore de business case bien établi pour le stockage. Le modèle économique reste encore à construire et à explorer, mais nous, en tout cas chez Elmi, on explore vraiment cette piste. Alors, on peut penser à des modèles type autoconsommation collective ou individuelle qu'on appelle hybride, donc avec par exemple des modules de stockage qu'on intègre aux installations. Et on arrive aussi à le faire pour valoriser en fait des blocs d'énergie dont on n'a pas besoin à un certain moment au niveau des producteurs, qu'on va stocker et qu'on va revaloriser sur les marchés au moment où on en aura le plus besoin. Et en fait, en optimisant les prix et en réduisant finalement la facture pour quand je dis la collectivité, c'est pas la collectivité au sens propre, mais en tout cas la société, je dirais. Euh, et effectivement, le stockage est une solution intéressante, mais qui reste encore à explorer. Alors oui, alors l'hydrogène, c'est encore autre chose, parce qu'il n'y a pas que l'hydrogène. Mais je te laisse compléter, Philippe, sur ce point si tu as des idées. Non, tu voulais dire quelque chose peut-être L'hydrogène, en fait, en tout cas de ce que j'en connais, parce qu'encore une fois, c'est pas du tout un secteur que je maîtrise de bout en bout, est très intéressant, notamment dans ce qu'on appelle toute la décarbonation des industries lourdes, en réalité. Pas tellement sur la question du stockage. La question de l'hydrogène, elle est très complexe parce que, en fait, il y a tout plein de nuances dans l'hydrogène. Il y a l'hydrogène jaune produit à partir du nucléaire. Il y a de l'hydrogène gris. On produit aussi de l'hydrogène à partir de ressources fossiles. Il y a des stocks d'hydrogène qui existent aussi, alors plutôt côté Canada, États-Unis. Et donc, en fait, la question de l'hydrogène, elle n'est pas uniforme. Pour moi, ça reste un outil de décarbonation, mais qui a une application très spécifique, essentiellement dans l'industrie lourde et dans la décarbonation de la mobilité lourde, notamment les camions. Voilà, pour le fret. Et pour compléter, peut-être par rapport au fait que, par exemple, sur
des productions d'électricité renouvelable intermittente et d'utiliser l'hydrogène pour stocker, on perd quand même 60 à 70% de l'énergie en la transformant en hydrogène. Donc, il y a peut-être mieux à faire, à mon avis. Enfin, c'est une solution un peu ultime. C'est peut-être le dernier truc qu'il faut faire quand on n'a pas réussi à écluser toute l'électricité qui rentrait. Mais du coup, ça fait le lien avec les gaz verts, où l'hydrogène est un gaz vert, et en termes d'autres gaz verts, c'est le biométhane. Et le biométhane, c'est quelque chose qu'on peut produire relativement facilement. On va multiplier, je crois, j'avais les chiffres, par 58, normalement, la production de gaz vert sur la métropole de Lyon entre maintenant et 2050. Ça ne fera pas un truc énorme non plus, parce qu'on partait de très bas, mais quand même, il y a ce sujet, c'est une énergie stockable, le gaz, en fait. Donc c'est vraiment important de ne pas... En fait, c'est très compliqué l'énergie, parce que à la fois on dit il faut électrifier, parce que c'est ça aussi qui permet d'éviter les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut peut-être pas tout électrifier n'importe comment. Et il y a certains usages et certains vecteurs qu'on peut transformer, passer du gaz au biogaz, passer de la combustion de fuel à la combustion de bois ou les énergies, enfin les ordures ménagères où c'est une forme de stock. Malheureusement, on a encore tellement d'ordures ménagères qu'on a encore un stock énorme. Et donc, voilà, et en fait, l'énergie, peut-être le dernier message, c'est que c'est à la fois très accessible, mais c'est tout en nuances et en complexité. Et c'est pour ça aussi que c'est passionnant et qu'on pourra en parler des heures. Désolé, Clémentine. Oui, vous voyez que c'est un sujet qui est très vaste. On a un peu effleuré pas mal de choses, mais en tout cas, j'espère que vous avez appris des choses si vous êtes enfin, en étant présent parmi nous cet après-midi. Pour conclure, donc, vous avez compris qu'il y a pas mal de structures en lien avec l'énergie qui sont présentes cet après-midi. Donc, EcoPower représenté par Océane, il y a tout un corner énergie, on a Espul, un de Toit Soleil, l'ALEC. Solarcom aussi, si je ne me trompe pas, que vous pouvez retrouver en bas. Et puis sur le stand de The Greener Good, donc on est le stand de tout au bout là-bas. On a aussi pas mal de choses qui peuvent vous être utiles. Donc on a le guide pour consommer responsable à Lyon et ses environs qu'on distribue aujourd'hui. Donc s'il y a encore quelques exemplaires, vous pouvez vous le procurer. Il y a aussi le jeu consommètre qui peut être utile pour justement avoir des notions en termes d'empreinte carbone de certaines actions de la vie quotidienne, notamment aussi empreinte déchets et empreinte eau. Et puis en termes d'actu, donc on va éditer la troisième édition de notre guide en septembre. Et notre grand événement phare au-delà du Villergoon s'appelle le Greener Festival et la 10e édition a lieu les 4 et 5 octobre prochains, toujours au château de Montchat. C'est là qu'on le fait chaque année. Donc pour fêter cette 10e édition, on espère vous voir nombreuses et nombreux parmi vous parce que voilà, on prépare plein de belles surprises. Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange. J'espère que ça vous a plu et passez une bonne fin de journée.